Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, la liberté d'avorter vient d'être inscrite dans la Constitution, indéniablement un progrès, mais il n'efface en rien les tempêtes intérieures, les obstacles qu'affrontent les femmes qui font ce choix. C'est le cœur du très beau roman que publie Florence Médina, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Moret, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, anniversaire et programme de français, c'est un 3 avril que parut la première édition des Misérables, le chef-d'œuvre de Victor Hugo, faut-il le rappeler. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, et comme chaque mercredi avec lui, direction les salles obscures. Aujourd'hui, le petit Ducobu retrouve les bancs de l'école. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel pour son conseil de famille. Sujet d'actualité à l'orée des vacances de printemps. Voyager avec les enfants, ça peut tourner au casse-tête. Alors comment prendre la route sereinement? Elle vous donnera tous ces trucs. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Un amour d'été, une première fois, un préservatif qui craque. Mona a 16 ans, bientôt 17, elle est enceinte et la plume de Florence Médina l'accompagne dans les jours et les semaines qui suivent. Un livre aussi sensible que l'est son sujet. Il est écrit en vers libre, mais au fil de ce livre, on croise, l'air de ne pas y toucher, un tas de sujets relatifs à l'IVG et aux mineurs. Son titre, 17 mm, il est publié chez Scrinéo. Florence Médina, bonjour. Bonjour. 17 mm, elle le dit très très vite dans le livre, c'est rien et c'est énorme. C'est quoi ces 17 mm alors? 17 mm, c'est la taille de l'embryon au moment où Mona se découvre enceinte. Et je pense que très vite, elle sait qu'elle ne va pas faire un enfant. Mais elle se questionne, elle va quand même sur le net voir c'est quoi un embryon à 6 mm, quelle taille ça fait. Et elle découvre effectivement que ça fait 17 mm. Donc elle regarde sur un double décimètre ce que ça fait d'ailleurs. Elle regarde sur le double décimètre. Puis il y a des sites où on compare l'embryon puis le fœtus à des fruits, à des légumes. Et donc elle se rend compte qu'elle a dans le ventre l'équivalent d'un faillot, lequel. Voilà. Dès le début, il y a ces deux évidences qui coexistent en elle. Elle va avorter, vous l'avez dit, mais en même temps, il y a ces 17 mm qui ne sont pas un bébé, mais qui sont de la vie quand même. Oui. Et moi, je pense que même si on a le droit aujourd'hui, même si c'est légal et plus que légal depuis quelques semaines, je pense que ça reste quelque chose de compliqué. J'en ai pas mal parlé, je le dis à la fin du roman, que ce texte m'est tombé dessus sans que j'aille le chercher. Je ne me suis pas levée un matin en me disant « je vais faire un truc sur l'avortement et puis en plus je vais le faire en vers libre ». C'était dans un train? J'étais dans un train, j'avais un cahier vierge comme par hasard avec moi ce jour-là. J'étais sur le retravail d'autres textes et je pense que j'avais envie de faire quelque chose de neuf et c'est ça qui est venu tout seul. C'est sorti de vous littéralement. Hein, mais vraiment, c'est... Il y a des images qui seraient malvenues, mais c'est un truc, effectivement, c'est tombé comme ça et je me suis laissée faire parce que c'était bien agréable en plus. Il y a eu quelque chose de très bizarre avec ce texte. Le sujet est dur, mais l'écriture a été un moment de bonheur, vraiment. Et ça fait un très beau texte. C'est un moment de bonheur pour nous, les lecteurs et les lectrices. Le deuxième chiffre, parce qu'il y a ces 17 mm qui donnent le titre au roman, c'est 14. Ce sont les 14 semaines, le délai légal pour avorter. Et on rentre quand même dans un compte à rebours dès qu'elle apprend la nouvelle. Oui, alors sans vouloir dire quelque chose d'un peu paradoxal, je pense que le parcours de Mona est relativement idyllique parce qu'on comprend vite qu'elle est dans une grande ville. Quand elle se confie à son amie Rose, Rose lui dit « bon bah viens, on va au planning familial », elles y sont 2 minutes plus tard, donc on pourrait être à Paris. Et effectivement, le parcours, le temps entre le moment de la décision, le premier rendez-vous, et l'avortement, c'est 10 jours, c'est ce qui peut arriver, c'est le meilleur des cas. Et je me demande aujourd'hui comment ça se passe pour des jeunes filles qui habitent dans des régions, dans des départements où il n'y a pas de centre IVG. J'ai un peu lu depuis un peu avant, mais surtout depuis la sortie bizarrement du roman. Je me rends compte qu'il y a un tiers des femmes qui sont obligées de changer de département pour avorter. Je me dis, quand on est une jeune fille, qu'on ne veut pas le dire à ses parents, comment on fait entre les cours pour prendre un train, pour aller dans la ville la plus proche, y aller 3 fois, faire les allers-retours, enfin... Il y a des témoignages là-dessus qui sont assez terribles, notamment dans ces endroits-là, d'autant plus qu'elle est habitée, elle, et on peut faire l'hypothèse que ça arrive dans la vraie vie, mais là c'est un roman, il y a une grande tempête intérieure qui se déclenche, une tempête de sentiments souvent très contradictoires, mais un des ingrédients, un des sentiments, c'est la honte. Oui, c'est quelque chose qui revient. C'est très tabou et pas que chez les jeunes. Je pense que chez les femmes adultes, il y a quand même un tabou à avorter, à vouloir avorter, à avoir avorté. Bizarrement ou pas, mais il y a des choses qui se dénouent, j'ai l'impression, avec des... Enfin, moi, j'en ai beaucoup parlé à mes copines parce qu'il m'arrivait pas d'être en nécessité d'avorter, mais
il m'arrivait tout d'un coup d'être dans cette histoire et j'en parlais et toutes les copines m'ont raconté leur histoire. Mais je pensais à une autre honte qui est la honte de l'ado qui a fait l'amour pour la première fois, qui est en colonie de vacances, c'est un amour de vacances le garçon, hein, mais qui n'ose pas le dire au mono. Parce qu'en fait si elle le dit au mono dès le lendemain, pilule le lendemain possible, etc. Et à la limite, c'est même pas 17 mm, pour le coup c'est 0. Alors là, je dois avouer un pillage, mais la personne qui est au courant. Et les pillages, on s'en rend compte après coup. Enfin, moi, je me rends compte une fois que c'est écrit. Une amie, une fois, me raconte effectivement sa première fois en colo, avec le préservatif qui craque. Le fait de l'avouer aux monos et que le lendemain, les monos les ont affichés parce qu'ils devaient faire une excursion, je ne sais pas où. Et les monos ont dit, bon, ben voilà, on devait faire une excursion. On ne la fait pas parce que les deux autres, ils n'ont pas su garder leur culotte et on va à la pharmacie acheter la pilule du lendemain. Et c'est ce qui m'a... C'est comme si Mona savait des choses que je sais, même si je ne les lui dis pas, elle sait qu'elle risque de se faire afficher. Et donc, elle décide de ne rien dire à ce moment-là. C'est pour ça que ça... Oui, c'est ça. 17 mm, ça ne doit pas peser grand-chose. C'est lourd pourtant à porter seul, à penser seul. Voilà ce qu'elle dit dans le roman de Florence Medina. 17 mm, c'est chez Scrigno. Et on retrouve Florence Medina juste après l'anti-sèche. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, en ce 3 avril, on célèbre la publication d'un des plus célèbres romans de la littérature mondiale, Les Misérables. C'était en 1862. Et oui, c'est notre patrimoine littéraire national. Alors l'histoire, elle commence en 1815 avec Jean Valjean. C'est un ancien forçat qui a été condamné pour avoir volé du pain, 19 ans de prison. Il sort de prison, son passé le rattrape à cause du commissaire Javert. Il va en parler à notamment Cosette et Marius, qu'on découvre après dans le roman. On découvre aussi l'histoire de Fantine, qui est une femme prostituée célibataire et qui vit seule pour subvenir à ses besoins et pour aider sa famille, notamment sa fille Cosette. Lui, il va se sacrifier pour Marius et Cosette, notre Valjean, et voilà, lui va mourir autour de ses amis. Ils vont vivre l'histoire évoluent, ils vont vivre une nouvelle histoire ensemble, Cosette et Marius, oui. Ouais, le résumé des Misérables en 29 secondes. C'est compliqué de résumer les Misérables parce que c'est des parties qui ne sont pas liées, c'est extrêmement compliqué. Pas mal. Mais dès la sortie, c'est un bouquin. Mais oui, exactement, ça fait l'effet d'une bombe dès sa sortie. Et il faut savoir quand même que nous sommes durant le Second Empire. Victor Hugo n'est pas en France, il est sur l'île de Guernesey, il est en exil. Et lui, il est marqué parce qu'il a écrit son dernier ouvrage il y a fort longtemps. C'est Notre-Dame de Paris, 1830. Et il critique énormément avec des poèmes satiriques l'empereur Napoléon III, alors qu'au départ il était proche de l'empereur. Il est marqué par l'abdication de Louis-Philippe, cet empereur qui fait un coup d'État en 1848. Et donc là, il commence et cherche, ça faisait longtemps, on parle de 30 ou 40 ans, qu'il cherchait à écrire une œuvre sur les misères, qui deviendra d'ailleurs Les Misérables ensuite, et il reprend cette plume pour écrire l'œuvre d'une vie. Œuvre très documentée, hein. Il lit des coupures de presse, visite des lieux, des bagnes, des champs de bataille, recueille des témoignages et il s'appuie aussi sur ses propres souvenirs. Oui, effectivement. Alors, ça peut être effectivement le reflet de cette vie milieu 19e siècle, en réutilisant notamment le défilé et des forçats auxquels il a assisté lors de sa visite d'une prison à Toulouse. Certains faits divers deviennent des sources d'inspiration. On a le galérien Pierre Morin qui est condamné pour le vol de pain, par exemple, et qu'on retrouve bien sûr tout au long de cette histoire. Et donc 3 mois de parution, avril à juin 1862, donc 10 volumes, et jusqu'au dernier moment, il multiplie les retouches, et le jour de sa sortie, on a les libraires qui sont pris d'assaut. Tout le monde veut lire ce nouvel ouvrage de Victor Hugo. On n'entendait plus parler de lui en France à ce moment-là, et les traductions s'enchaînent, le succès est immense. Il prend même le soin quand même, il parle au peuple avant tout, donc d'avoir une petite édition illustrée, pas trop cher, pas très cher, mais qui reste un peu trop cher, et pourtant... Et oui, parce qu'on a ces ouvriers qui vont se passer le livre de main en main. Ils vont se cotiser, ne serait-ce que pour avoir un petit ouvrage. On parle de 10 francs à l'époque. Du côté de la société savante critique, on n'aime pas du tout le livre. On critique la forme, on critique le fond, de transmettre de faux espoirs au peuple. Par exemple, on a Baudelaire qui va jusqu'à écrire une lettre entièrement à sa mère en disant que ce livre est immonde et inepte. Et donc, on a ces ouvriers qui veulent tous lire le livre. Et c'est surtout l'un des premiers romans à l'époque, assez révolutionnaire, c'est le cas de le dire, centré sur le peuple qui dénonce ces conditions de vie des plus misérables. Aucun exemple avant. On avait quand même Les Mystères de Paris des Jeunes Sue en 1848 et de l'autre côté de la Manche avec David Copperfield pour Charles Dickens en 1850, mais c'est le premier grand roman sur cette condition des plus misérables. C'est le roman français le plus lu à l'étranger, le roman français le plus apprécié et surtout le plus étudié à l'école.
Juste devant quoi? Notre-Dame de Paris. Voilà. C'est un doublé pour Victor Hugo et je crois que c'était les éditions de Toulon et non de Toulouse qu'il avait visité. Je crois qu'on a dit Toulon. J'ai dit Toulouse. Je crois qu'on a dit Toulouse. Et c'est pas très grave. Effectivement, il n'y a pas de prison à Toulouse en plus. Voilà. Merci beaucoup Brandon et merci Marine pour son oreille attentive. Grand oral, Florence Médina, 17 mm. C'est un très beau roman en vers libre, une prose poétique émouvante, 17 mm de Florence Médina qui vient de sortir chez Scrigneo. Elle est l'invitée du grand oral. Le livre s'ouvre sur « On est trois ». Et donc le troisième, c'est Liam. Et on va le chercher très très longtemps. Vous le dites à un autre moment d'ailleurs, je vous cite là encore, le père ne sera jamais le père. Oui, il ne sera pas père puisqu'il n'y aura pas d'enfant. C'est ça. Mais c'est beau les moments où elle se demande si elle doit le prévenir ou pas. Oui, en plus il est loin. C'est ça. C'est ça, il est loin. Ah oui, c'est vraiment, c'est l'amour de vacances. De vacances récurrent. Récurrent, c'est vrai. C'est un amour de vacances sérieux. Voilà, c'est 3 années de suite, avec ils évoluent, ils grandissent, donc leur histoire évolue, et c'est la première fois qu'ils font l'amour, et l'un et l'autre, et ensemble de surcroît. Mais il y avait eu des rapprochements précédemment. Dans les années entre 2 mois d'août, elle y pense, mais en essayant de pas trop y penser. Oui, à chaque fois qu'elle revient à la colo, elle se dit est-ce que ça va être pareil, pas pareil ouais. Elle se dit non, mais je suis pas amoureuse. Voilà, c'est plutôt une belle histoire, ceci étant. C'est très tendre. Vous en avez fait quelque chose de tendre, c'est pas du tout. Moi, je voulais quelque chose effectivement de doux et de tendre à cet endroit-là, et un garçon qui. Je ne sais pas si on peut divulguer des choses ou pas sur le fait qu'il sera au courant à un moment tout de même et il ne va pas réagir tout de suite. C'est ça. Et je trouvais intéressant de traiter un garçon... On va juste laisser le mystère de savoir s'il a réagi ou pas. Comme ça fait un petit suspense pour la fin du bouquin. Pour le reste, c'est une affaire de femmes. La première, vous l'avez citée, c'est Rose, la meilleure amie. La deuxième, c'est la grand-mère, pas la mère. Je trouve intéressant des fois de sauter une génération et finalement, moi je suis de la génération de la mère de Mona, qui a accès à l'avortement et qui est peut-être une génération où on a moins cette honte, alors que si on va à la génération de nos mères à nous, de ma mère à moi, il y a effectivement des avortements illégaux, difficiles, parfois mortels. Donc je trouvais ça intéressant. Et c'est là où je disais qu'à petite touche, on croise l'histoire de l'IVG, parce que ce n'est pas du tout un livre savant ou expert, au sens où vous n'êtes pas experte du sujet. Néanmoins, on retrouve le manifeste des 343, on retrouve Delphine Seyrig dans Peau d'âne. Enfin, il y a des tas de choses quand même que vous faites résonner sur les années 70. Alors Delphine Seyrig, c'est particulier. C'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à écrire ce livre et que ce texte, et que je me suis dit que ça serait peut-être un livre, je suis allée m'enseigner au planning familial. J'ai été reçue par une dame qui s'appelle Marie-Aimée Benoît. Déjà, il y a Aimée dans le prénom. Enfin voilà, c'est une fée. Donc je pense qu'elle m'a inspirée et m'a fait préférer, c'est la fée Lila. Et après, le raccourci avec Delphine Seyrig est assez simple. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une proximité avec la petite enfance. Hein, que même à 17 ans, c'est vraiment un entre-deux. En fait, elle est à la fois encore, Mona, dans l'enfance, voire la petite enfance, et puis c'est une jeune femme. Oui, d'où cette image qu'elle a, qui m'est venue je ne sais pas comment, de est-ce qu'on peut vraiment être maman quand on ne sait pas faire ses lacets depuis plus de 15 ans. Et oui, elle se sent à ce moment-là, entre deux, il y a aussi l'image à un moment des poupées gigognes, des poupées russes. Et elle estime qu'elle est la dernière poupée à l'intérieur d'une poupée et qu'elle ne va pas en faire une autre. Il y a aussi cette ressource absolument extraordinaire à laquelle vous rendez hommage et que vous venez de citer, c'est le planning familial quand même. Oui. Là, on peut faire 2 petits mots un peu militants, non? C'est une association d'ailleurs, le planning familial, ce qu'on ignore souvent. Il y a 2 choses. Il y a une association et il y a les plannings familiales qui sont les lieux où on se rend. Moi, je connaissais celui qui était en bas de chez moi un petit peu, sans plus. Je les ai appelés un matin en leur disant, voilà, j'ai besoin de renseignements, mais je ne veux surtout pas doubler une patiente qui aurait un besoin plus urgent que moi. J'ai dit pourquoi je venais, on m'a accueilli tout de suite, on a discuté et ça a été essentiel. Tout ce que Marie-Aimée m'a confié à ce moment-là m'a beaucoup servi. Voilà, c'est anonyme, c'est gratuit, c'est bienveillant. Et il y a quand même quelques pages à la fin du livre où on la retrouve, Marie-Aimée. Oui. Et alors, conseillère conjugale et familiale. Et ça, c'est génial. Parce que Mona arrive, sur la porte, il y a écrit conjugale. Elle dit, mais attends, j'ai pas de mari, j'ai pas de famille. Qu'est-ce que je fais là? Oui, conseillère conjugale, on imagine les thérapies de couple. C'est ça. On vient s'engueuler avec un tiers. Et c'est pas ce qu'elle cherche, c'est pas ce dont elle a besoin. Et c'est tout à fait autre chose. Ce qui m'a intéressée, c'est aussi, à la base de cette demande d'avortement, le fait que les conseillères conjugales et familiales se renseignent sur les violences possibles
qui ça, aurait donné lieu à la grossesse. On va en reparler juste après. En revanche, l'échographe, vous lui taillez un costard assez violent. C'était quoi? C'était de montrer que finalement, dans cette histoire où elle est bien accueillie, Mona, notre planning familial, c'est pas le cas partout et que malgré tout, ça reste compliqué. Oui, on peut pas. C'est ça. Je voulais pas être dans l'angélisme tout en rose, quoi. Et voilà. C'est bien ce qu'on a compris et je me proposais de donner à entendre quelques lignes de votre livre. Et évidemment, je n'ai pas anticipé, mauvais élève que je suis. J'ai peur. Peur, je peux même pas te dire à quel point. Peur de tout. Peur de le virer, peur de le garder, peur d'avoir mal, peur que ça existe, peur que ça n'existe que pour moi, comme si ce n'était rien. Envie que ça ne soit rien, alors que ça ne peut pas être rien, puisque ça m'arrive. Voilà, c'est un extrait de 17 mm. Très beau livre de Florence Medina, c'est chez Scrinéo. Et on retrouve Florence Medina, mais après la récré, direction le cinéma. Rebonjour, Brandon. Vous nous emmenez au cinéma comme tous les mercredis, quasiment cette semaine. Retour sur les bancs de la classe. Avec le retour choisir, voilà. Du seul. Pas de vague, mais là, oui, on va se marrer. C'est la plus grande star de nos élèves. Du Cobu. Eh oui, c'est l'élève du Cobu, cinquième volet. Les 4 premiers cartons, il faut le dire quand même, si on parle de 6 millions de spectateurs, 40 millions d'euros de recettes. Depuis le 3e, c'est toujours réalisé par Elie Semoun, qui joue toujours ce professeur Gustave Latouche, absolument strict, qui déteste l'élève du Cobu. Alors là, l'histoire en quelques secondes, c'est toujours la rentrée à Saint-Patoche. Saint-Potache, c'est pas Patoche. Bon, ça c'est quelqu'un d'autre. C'est le professeur à Saint-Patoche et donc à Saint-Potache. Et donc Saint-Potache ou Saint-Patoche? Il est Saint-Patoche, Saint-Potache. Parce que s'il n'est pas Saint-Patoche, ça peut poser un problème. Il est à Saint-Potache. Et donc, il a un objectif, cet élève, toujours. Chaque année, il vient avec ses idées. Et là, il veut prendre une année sabbatique pour se mettre au vert. Alors, vert, évidemment, c'est l'écologie. Il a toujours une idée derrière la tête. Bien sûr, c'est quoi? C'est de faire l'école buissonnière. Et on a son éternel adversaire, Latouche, qui va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues, plutôt des crayons. Bon, verdict? Si vous aimez l'élève du Cobu, vous allez aimer. Oui, c'est dans la même veine. Non, mais c'est dans la même veine. Il n'y a pas vraiment de changement. Par contre, toujours beaucoup d'humour. C'est vrai que c'est une bonne comédie familiale. Et on a cet accent écologique. Vraiment, Elie Semoun l'a dit en interview il n'y a pas très longtemps. Il voulait vraiment faire un film dans le présent, un film très contemporain. Ça marche toujours bien. Franchement, on rigole beaucoup. Toujours l'éducation. Et on retrouve toujours au casting Gérard Jugnot et Frédéric Bell. Donc ça vient de sortir au cinéma. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Patoche. Monsieur Sympathiche, Patoche. Grand oral, Florence Medina. Je voulais aussi vous relire un autre extrait, parce que moi, je l'ai trouvé très beau, ce livre. Alors voilà, Pénélope en herbe, frémissante et frivole, elle patiente, attend le retour de l'été. Dans l'entretemps, toute une année, Liam devient son rêve éveillé, préférer sa berceuse du soir, une berceuse qui agace quand sa main trouve le chemin de son sexe, de son plaisir. Parfois, tout à la fin, quand l'onde la transperce, elle susurre, appelle Liam, Liam, pour ne pas être tout seul, parce qu'il paraît que c'est ça, le plaisir, quand on est seul, quand on se le donne à soi-même. Je voulais lire cet extrait-là, parce que c'est quand même dans des sujets qui sont des sujets un peu tabous. C'est le rapport au corps d'une adolescente, c'est la découverte du plaisir, et il y a cette dimension de plaisir aussi dans le livre. C'est pas cet enfant n'est pas cet enfant qui ne viendra pas. En tout cas, le fait qu'elle soit enceinte, c'est pas le produit d'un viol, c'est pas le produit d'une violence faite aux femmes. C'est une quête du plaisir. J'avais oublié que j'avais écrit ça. C'est vrai, mais c'est pas mal. Oui, vous devriez le lire. Je vous le ferai à la fin. C'est gentil. Oui, c'est une belle histoire d'amour. Et ça serait l'enfant de l'amour si c'était un enfant. C'est ça. Ce qui règle rien de plus, rien de moins. Mais comment dire Elle a honte aussi de ça. Il y a l'impression que la honte revient régulièrement. Honte de se donner du plaisir, honte d'être tombée enceinte, honte de devoir aller voir les autres. C'est pas si simple. Enfin, moi, j'interviens en ce moment pas mal en classe sur un autre roman avec des jeunes de 4e et de 3e, sur Ni Prince ni Charmant, qui, pour le coup, parle de consentement et de viol. Donc, je n'avais pas spécialement envie de cumuler dans un même roman. Et c'est pas évident pour eux d'en parler. Enfin, l'adolescence, c'est pas évident. Entrer en sexualité, pas facile. Ça fait peur. Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, je sais pas. En tout cas, c'est important de mettre des mots là-dessus. Il y a le secret aussi, qu'elle vit difficilement. Elle dit « j'ai rien à annoncer ». Nous, on a fait, il n'y a pas longtemps, à votre place, se trouver l'autrice d'un ouvrage sur les fausses couches, Anna Lenzner, une bande dessinée, autre sujet tabou, mais qu'on peut malgré tout dire un petit peu, parce que parfois on a annoncé qu'on était enceinte. Là, il n'y a rien à dire. Oui, c'est ça. Ça reste tabou, et puis elle est jeune, et puis elle a l'impression, je pense qu'elle a l'impression
on va le dire grossièrement, d'avoir fait une connerie. C'est ça. Parce que effectivement, elle n'est pas allée chercher la pilule du lendemain et qu'il faudrait être parfaite. Alors après, l'avortement, ça concerne quand même 72% des femmes concernées par l'avortement avaient un moyen de contraception. C'est pas... Voilà, donc les accidents arrivent. Oui. Ils ne sont pas tout à fait des accidents. Vous le rappelez, c'est le seul endroit informatif où on casse tous ces beaux vers libres qui s'enchaînent et s'enchassent pendant toutes ces pages. Là, il y a une petite affichette quand même. Que j'ai trouvé moi-même au plateau. Ah, j'imagine, ça fait très recopié. Quand je suis allée voir Marie-Aimée Benoît, je me suis retrouvée face à cette pancarte. Je me suis dit, et là, c'est la séquence. L'autrice se souvient qu'il y a une responsabilité, boum, j'informe. C'est bien de savoir. Ouais. Je pense que même... L'ovule est capricieux et sans loi, les spermatozoïdes sont patients et têtus. Bref, faites attention. Vous l'avez fait lire d'ailleurs le texte à cette conseillère. À Marie-Aimée, oui, bien sûr. Je voulais pas dire de bêtises. C'est ça. Je voulais pas faire quelque chose de pédagogique, pas un vadémécum de l'avortement, mais je voulais quand même qu'il n'y ait pas de bêtises, pas d'erreurs. Et donc on en profite pour donner les rappels. On a le droit d'avorter en France, même quand on est mineur. Il faut en revanche être accompagné par une personne majeure qui n'est pas forcément un parent. Non, on n'est pas obligé de le dire à ses parents. Et dans bien des centres, la personne majeure qui vous accompagne, en tout cas qui signe avec vous le consentement à ça, peut être la conseillère. Au passage, vous envoyez un petit coup sur la tête de celles et ceux qui parlent d'avortement de confort. Oui. Vous dites pourquoi pas récréatif, pourquoi pas d'agrément, pourquoi pas de fantaisie. En fait, ce que vous voulez montrer là, c'est quelle que soit la posture que l'on a. Et là, une fois de plus, il n'y a pas de débat moral ou autre, ou lié à des valeurs du côté de Mona ou de sa famille d'ailleurs. Elle va avorter, c'est pas ça le sujet, mais pour autant, ça n'est jamais neutre. Non, c'est pas neutre. Il y a du jugement là-dessus. De toute façon, il n'y a qu'à se rappeler le discours d'une candidate au présidentiel il y a quelques années qui en appelait à l'intelligence des femmes, puisque si on ne veut pas être enceinte, on peut ne pas être enceinte. Et donc à leur intelligence et à leur prévoyance pour ne pas être enceinte puisqu'elles ne le souhaitaient pas. Et que si on devait dérembourser, ce serait l'avortement, puisqu'en gros... En fait, il n'y a que les imbéciles qui avortent. C'est ça. Alors, je ne me souviens plus de quelle femme, mais je crois que je devine quand même. Toujours candidate, non, c'est ça? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Florence Médina, vous restez avec nous. On va partir en vacances, cette fois avec des enfants et une maman un petit peu prévoyante qui est Candice Anzel, 17 mm, c'est chez Scrinéo. Merci beaucoup, Brandon. Merci, Manuel. Candice Anzel, conseil de famille. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. Sujet d'actualité aujourd'hui, juste avant les vacances de printemps, et plutôt sympathique les vacances, au bout de la route normalement. Quand on part avec les enfants, on se dit qu'on va se détendre, se reposer. Le trajet, lui, peut vite tourner au calvaire, à moins de vous avoir, vous, dans notre besace, avec toutes les idées que vous avez pour les occuper. Ah mais on arrive quand? Je m'ennuie. Il reste combien de temps avant qu'on arrive? Ah, je vous vois les parents démunis. Forcément, évidemment, vous êtes prêts à tout pour avoir un peu de répit dans cette journée qui est fastidieuse et ce long trajet. Alors je vous préviens, le on arrive bientôt ou écoute, dors un petit peu, comme ça on arrivera plus vite, ça marche... Pas longtemps. Non, pas vraiment même. Alors je vous propose des petites activités à faire ensemble pour que justement ce trajet passe plus rapidement et surtout qu'il soit dans la bonne humeur. Alors le premier, ça exige un tout petit peu de préparation en amont, mais ça peut marcher, c'est la chasse au trésor. Ah, c'est génial. Alors, avant de partir, vous établissez une liste de choses à repérer le long du voyage, comme une éolienne, une caravane, une voiture rouge, des chevaux, une vache, une moto, bref, plein de choses. Et si possible, un restaurant et un radar, ça peut aussi aider. Voilà. Et dès que l'enfant repère, en fait, une des choses sur la liste, eh bien, il la coche. Objectif, cocher toutes les cases. De quoi inciter votre enfant à être vraiment attentif pendant tout le trajet. Ok, pas mal. Les devinettes. Les devinettes. Alors, plus classique, mais un joueur choisit quelque chose de visible et il dit « je vois quelque chose de… » et alors il donne une caractéristique, je vois quelque chose de bleu, en métal, de rond, et évidemment les autres joueurs essaient de deviner de quoi il s'agit. Okay. Alors, il y a une autre variante qui est possible. Alors, chaque joueur imagine un objet, un animal, une personne ou un personnage à faire deviner. En fonction de l'âge, évidemment, vous pouvez donner des petits indices ou laisser les autres galérer un petit peu, et vous posez juste des questions où vous n'aurez le droit de répondre uniquement que par oui ou par non. Oui ou par non. Ouais, sinon c'est pas rigolo. C'est ça. Le jeu des plaques d'immatriculation, mon favori. Ouais, vous êtes incollable là-dessus, je sais. Non, pas du tout. Il y a plusieurs variantes. On vient de faire le 55 ensemble juste avant. Maintenant, je sais. On a révisé.
Il y a plusieurs variantes à ce jeu. Donc la première, c'est de trouver les plaques de différents États ou en fonction justement des drapeaux. La seconde, c'est d'établir en amont un numéro à 2 ou 3 chiffres et d'essayer de les retrouver dans les plaques d'immatriculation. Ah oui, voilà, c'est compliqué ça. Ouais, moi je trouve que c'est le plus simple. Oui, enfin, Parce que le troisième, c'est quand même pour les plus aguerris en géographie, c'est de retrouver quel département sur lequel il y a le numéro affiché. Ça, c'est plus compliqué quand même. Hein. Donc voilà. Et puis, alors, vous commencez par le 0-1. Oh, l'un. Et ouais. Facile. Mais oui. Allez, blind test ou karaoké, autre possibilité, très sympa ça. Alors oui, surtout qu'il y a plein de playlists qui sont déjà prêtes à l'emploi justement sur vos applications de musique préférées. Donc alors, même si on n'est pas hyper calé sur les dernières chansons d'Aya Nakamura, d'Adju ou Tiakola, dites-vous que vos enfants, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que même Amélie Oudéa-Castéra peut jouer en fait. Exactement. Et dites-vous que Jean-Jacques Goldman, Gainsbourg ou Michel Berger, ils connaissent peut-être pas non plus. C'est le moment de les initier à la bonne musique et puis de faire à vous alterner respectivement les chansons. Un classique, mais il faut pas avoir mal au cœur, c'est le petit bac. Alors oui, mais on n'est pas en train d'écrire. Ah bon, d'accord. On vous peut le le faites faire comment complètement à l'oral. Ah oui, ok, super. Donc par exemple, avec des enfants qui savent reconnaître les sons, le jeu du petit bac, vous pouvez déjà avoir une demi-heure de tranquillité. Alors il y a la une règle, variante elle est pour les simple. petits. Non, Oui. pardon. Alors la règle, elle est simple. Déjà pour ceux qui reconnaissent les sons, quelqu'un annonce une lettre, il faut retrouver chacun son tour. C'est ça. Un animal, un prénom, un aliment, un métier, une fleur, un pays ou une ville, un fruit ou un légume, un personnage célèbre qui commence par cette lettre. Et pour les petits, la petite variante. Pour les petits, on va choisir la catégorie. Donc, D'accord. par exemple, si on Animaux, fait aliments, animaux, prénoms, etc. moi je dis chien. Chat. Cheval. Cobra. Cheval. Cobra. Bon, ça va. Bon, Et ça on marchait. refait le tour jusqu'à ce qu'on en Moi, ait. je suis très collaboratif, moi. D'ailleurs, c'est le 6e, le jeu des histoires collaboratives. Exactement. Alors, on commence à inventer une histoire et on laisse chaque personne, en fait, ajouter une phrase à tour Une de sorte de rôle. cadavre exquis. Exactement. C'est Et très, enfin, très le sympa. meilleur, le roi du silence. Oui, on le sait. Hein, c'est Moi, j'ai testé, tentative. ça marche jamais. Hein. Alors, ça marche un peu. Disons que si on veut 2 minutes de tranquillité, Ça et peut c'est marcher. déjà ça. On dit 1, 2, 3, roi du silence. Tout le monde se tait évidemment. Celui qui parle a perdu. Les bavards sont éliminés. Et puis, même si la durée de jeu, elle est un petit peu limitée, franchement, 2 minutes de répit dans un trajet, ça fait toujours du bien, C'est n'est-ce vrai. pas? Autant vous dire que je perdais à tous les coups puisque les bavards se faisaient éliminer. Candice, merci beaucoup pour tous Avec ces plaisir. super conseils. Florence, merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne, 17 mm chez Scrinéo, super roman. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.